docteur Yam Timba. Avec les quelques minutes qui nous restent, nous allons parler de cette seconde thématique sur l'envoi des troupes européennes. Du côté de l'Ukraine, le président Emmanuel Macron a déclaré qu'il ferait tout ce qui est possible afin que la Russie ne gagne pas cette guerre du côté de l'Ukraine. On en parle donc ce matin. La France envisage d'envoyer des troupes sur le territoire ukrainien, ceci dans le but de lutter contre la Russie sur place. Eh bien, Albert Anatole a ici l'entrée en guerre du pays français du côté de Kiev n'est plus une discussion avec tous les soutiens que l'on a pu constater de la France envers l'Ukraine depuis le début de cette opération militaire de ce côté-là. Mais est-ce que cette déclaration d'envoyer des troupes au sol n'était pas osée? Permettez-moi de revenir rapidement à la dernière thématique pour indiquer quoi. Il y a quelques mois, j'ai regardé un documentaire qui a été diffusé par un média hexagonal, je préfère ne pas le citer, sur un documentaire relatif à l'exploitation pétrolière au nord du Nigeria. Je crois que c'est la société Exxon qui exploite ce pétrole. Et cette société a créé pour ses cadres tout un village, c'était un campement, une sorte d'État dans l'État, polluant toutes les réserves d'eau. Un véritable désastre écologique. Et c'est une situation qui a suscité la colère des populations au point où, n'est-ce pas, le gouvernement fédéral a dû utiliser des moyens forts, des moyens de répression pour les calmer. Et je voudrais quand même vous rappeler que ces cadres de cette société d'exploitation pétrolière américaine ont un service de sécurité armé. Et ce qui suscite des mécontentements, même non seulement au sein de la population, mais aussi de l'armée, parce que je voudrais quand même vous rappeler que, vous le savez d'ailleurs, que la plupart des États fédérés du Nigeria sont dirigés par des gouverneurs. Les gouverneurs, je veux dire les généraux, qui très souvent sont propriétaires des gisements de pétrole. Et c'est une situation qui crée des frustrations, parce qu'avec l'arrivée de Bola Ahmed Tinubu, il a retiré, n'est-ce pas, la gestion de cette main-là à certains généraux. Et ça crée des problèmes au sein de l'armée. Ce que le média nigérian qui a fait cette alerte a essayé de faire, c'est de dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et il me semble que c'est le rôle des médias. C'est-à-dire donner l'alerte et la passer au service spécialisé de faire le reste. Maintenant, pour revenir à votre question, j'ai suivi cette actualité et qui tourne d'ailleurs en boucle depuis hier soir. N'est-ce pas, les déclarations de Jupiter qui a estimé qu'il faut désormais s'engager dans ce qu'il a appelé l'ambiguïté stratégique. Voilà. L'ambiguïté stratégique qui va consister non plus seulement à fourguer le matériel militaire, les armes et les munitions à Kiev, mais également à mettre à la disposition de Kiev des armes. C'est-à-dire des militaires pour aller combattre pour un combat au sol, ce qui a été précisé. Naturellement, le premier à monter au-dessus des cordes pour contester, n'est-ce pas, cette attitude, cette prise de position unilatérale de la France, c'est le chancelier allemand Olaf Scholz, suivi par Biden, suivi par, entre autres, la Grande-Bretagne, pas la Suède. Bref, l'OTAN n'est pas, en tout cas l'OTAN, puisqu'il s'agit pas le nom de l'OTAN n'est pas disposé, puisque c'est quand même le grand financier. Celui qui tire la télé de l'OTAN, ce sont les États-Unis. Donc, les États-Unis ne sont pas prêts à engager les troupes, que ce soit dans les airs ou bien au sol du côté de l'Ukraine. Ce qui a été dit, ça c'est la version qui tourne actuellement en boucle, n'est-ce pas, dans les télévisions, dans les médias étrangers.
Donc, maintenant, il faut quand même se dire une chose. Déjà, hier, il y a eu plusieurs contradictions au Parlement français. C'est-à-dire, vous avez eu la déclaration de Jupiter, plutôt dans la journée. Il a été suivi par son Premier ministre. Maintenant, du côté du Parlement français, suivi plus tard par le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui, semble-t-il, il a essayé d'édulcorer le propos, n'est-ce pas, de son employeur Macron, en disant que oui, il s'agit justement de pouvoir maintenir la pression sur la Russie pour que la Russie ne gagne jamais cette guerre en utilisant l'ambiguïté stratégique. Mais cela n'exclut rien, y compris, n'est-ce pas, la mobilisation des troupes au sol. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que Stéphane Séjourné a dit au Parlement français. Quoi qu'il en soit, même si il y a une élite française, pas de l'opinion politique, estime qu'il faut éviter la belligérance, bien la co-belligérance, n'est-ce pas, de la France. La France est déjà co-belligérante du côté de l'Ukraine. Lorsque vous fourguez les armes, notamment les canons César, vous fourguez les instructeurs pour former les pilotes ukrainiens, n'est-ce pas, au maniement, n'est-ce pas, des avions, des aéronefs, vous êtes déjà co-belligérant. Lorsque vous envoyez des mercenaires, n'est-ce pas, français, américains, britanniques, allemands, entre autres, un territoire en Kiev pour combattre contre une armée comme la Russie, vous êtes dans la co-belligérance. Donc, ils ont sauté le pas de ce qu'ils pensaient ne pas vouloir faire, c'est-à-dire être co-belligérants. Maintenant, s'ils veulent monter en puissance, une fois de plus, dans leur co-belligérance, en mettant en perspective ce que l'autre appelle l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire donner l'impression qu'on a mobilisé les troupes et sur le terrain, on ne va pas le faire. Je ne sais pas si c'est avec les bâtons qu'on va mobiliser les militaires français ou de l'OTAN, mais je crois que c'est bien avec les armes. Et je crois que Moscou a donné une réponse claire, qui ne serait pas dans l'intérêt des Occidentaux, à engager les troupes au sol à Kiev. Et c'est bien dit. Donc, nous pensons aujourd'hui que pour le bloc occidental, majoritairement aux Juifs, il est question de continuer de soutenir leurs amis juifs, de surcroît néo-nazis, n'est-ce pas, dans son projet, n'est-ce pas, d'adhésion d'abord à l'OTAN, et ensuite dans ses projets d'annexion, n'est-ce pas, de la Russie, parce que c'est ça le projet des États-Unis, annexer la Russie. Vous ne pouvez pas violer un traité international au nom de vos intérêts géostratégiques, parce que vous estimez que vous êtes le gendarme du monde et que vous avez les moyens de faire comme vous voulez, et vous estimez que le camp d'en face va rester, n'est-ce pas, attentiste, sans rien faire, c'est-à-dire la Russie. Je crois que là, il y a un problème. Merci Albert Anatole Haïssi. Tapé Groubera, parler aujourd'hui d'ambiguïté ou alors d'opposition au sein de l'OTAN, est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite selon vous, puisque après la déclaration d'Emmanuel Macron, plusieurs pays de ce bloc ont déclaré que cela n'était pas prévu, cela n'était pas possible, rien n'a été fait pour l'instant. On rappelle quand même que le président Emmanuel Macron a parlé d'une dynamique qui serait possible, mais que rien n'était fait sur le terrain jusqu'ici. Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite que ces différents pays otaniens aujourd'hui fassent mine d'abandonner la France après cette sortie du président Emmanuel Macron, et pourtant le soutien envers Kiev est totalement visible? Écoutez, ça a toujours été la duplicité. C'est d'ailleurs pour ça que l'un des grands spécialistes, à savoir Jacques Baud, le Suisse qui a travaillé pour l'OTAN, le dit. Donc, ce n'est pas la première fois que l'Europe fait cela. Il faut rappeler à toute fin utile que le coup d'État de 2014 a été créé de toutes pièces par l'Occident, notamment par l'Union européenne, parce que l'Union européenne demandait à l'Ukraine une tripartite. C'est on demande que tu choisis au
détriment de ses parents, ou tuer ses parents au détriment de son épouse. C'est ce que l'Union européenne propose. Et le réflexion, ça a été pris à travers les, comment on appelle, de dire que c'est, comment on appelle, qui fait, comment on appelle, d'influence qui ne veut pas laisser l'Ukraine. Et vous savez ce qui est passé, il y a eu ce coup d'État, ainsi de suite, et qui a généré du Donbass. Parce que n'intervient pas. Mais qui là-bas c'est pas une population homogène. C'est vrai qu'on parle des populations russes, mais vous avez les populations, comment on appelle, d'origine hongroise qui y sont. Vous avez des populations d'origine roumaine qui y sont également. C'est d'ailleurs pour ça que Viktor Orban n'est pas prêt à intervenir. Or, tous ces deux pays, la Roumanie comme la Hongrie, font partie de l'Union européenne. Comment vont-ils prendre? Parce que déjà, ils ont été les premiers à interpeller l'Union européenne d'interdire lorsqu'il y a eu la loi qui a été prise sur la loi des minorités. C'est-à-dire, en Ukraine, on a pris une loi qui fait qu'il ressemble à ce qu'on appelle les lois de Nuremberg. Si tu n'es pas ukrainien de souche, tu deviens un sous-homme dans ton pays. Donc, vous voyez que véritablement, c'est une réalité. Et à l'époque, Viktor Orban en a parlé. Comment Viktor Orban qui défend les minorités qui vivent en Ukraine, comment le président de la Roumanie qui va défendre comment on appelle, les minorités qui vivent en Ukraine, va-t-il lui-même donner des armes et prendre des armes pour aller tuer ses propres frères? Il y a une contradiction. Non, M. Emmanuel Macron, je ne sais pas à quoi il fait référence, il ne fait pas attention quand il dit des choses comme ça. Et aujourd'hui, les autres, je vais dire, au-delà peut-être du fait qu'ils sont dans la traîtrise, puisqu'ils se sont tous engagés pour mettre l'Ukraine dans cette situation. On rappelle à toute fin utile déjà que lorsque l'opération spéciale a commencé le 24, autant pour moi, le 25, le lendemain, monsieur Sadiko, on en a peut-être, c'est méchant, peut-être moi, même pas tué encore un seul individu. Monsieur Zelensky avait proposé une possibilité de négocier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'Union européenne qui est venue à les moyens pour dire, écoutez, non, continuez la guerre. En mars, le 5 mars plus précisément 2022 encore, Zelensky a fait une proposition qui était très alléchante. En ce moment, peut-être on n'avait même plus parlé de ce qui en était aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Ce sont les États-Unis et l'Angleterre, à travers M. Boris Johnson, qui sont venus pour dire à M. Zelensky, continue la guerre, va jusqu'au bout en donnant les moyens. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième armée. Je parle de la troisième armée des Ukrainiens. Donc les trois premiers, la première, celle qui était remplie de gens d'Azov, une bonne partie a été détruite, une partie a été capturée, elle se trouve en Russie. La deuxième, même chose, nous sommes à la troisième armée, je ne sais pas quels sont donc. C'est-à-dire c'est assez cynique d'entendre les dirigeants occidentaux dire l'Ukraine va aller jusqu'au bout, jusqu'au dernier Ukrainien. Donc si le dernier Ukrainien est abattu, le territoire revient à qui? En réalité, c'est un système de business. On pousse les Ukrainiens dans la merde. Et M. Zelensky, qui était un acteur, lui pense qu'il est encore sur des chaînes de télé pour s'amuser, alors qu'il met la vie des nombreux Ukrainiens en jeu. Alors qu'aujourd'hui, un homme sensé devait plutôt pousser M. Zelensky à, comme on appelle, à signer un accord. La France, qui était partenaire des accords de Minsk de 2015, de mai 2015, puisque c'était l'Allemagne et l'Angleterre. Mais on a vu qu'après que M. François Hollande et Angela Merkel n'étaient plus au pouvoir, les deux ont affirmé qu'ils avaient signé les accords de Minsk pour permettre à l'Ukraine de s'armer de plus. Oui, c'est grave et c'est démentiel. C'est-à-dire que l'objectif, on a préparé l'Ukraine, je vous ai dit, donc ça fait la troisième partie qui amène aujourd'hui ici l'Ukraine dans une situation d'impasse. Et ce que M. Macron dit, c'est irresponsable. Ce qu'on devait dire, c'était plutôt voir comment M. Zelensky va faire pour signer des accords, mais pour gagner au moins la face ou quelques éléments. Parce que si en 2022, on avait signé des accords, l'Ukraine aurait conservé certainement son territoire, il y a avoir des territoires d'autonomie. Mais alors où nous parlons, vous pensez que les Russes qui ont perdu des hommes vont accepter que, je ne sais pas de quoi, que les territoires qu'ils ont conquis, qu'ils puissent les avoir, alors qu'ils seraient certainement seulement eu la Crimée. Donc voilà un véritable problème qui se pose. Et à l'heure où nous parlons,
c'est pas moi qui dis, ce sont les experts même qui disent, s'il y a une guerre qui est engagée, je peux prendre le cas de la France. La France a seulement une journée et demie de munitions pour tenir contre, contre la Russie. Une journée et demie. Les États-Unis, on parle aux alentours de... Si elles n'engagent pas, bien évidemment, l'arme atomique, mais si ça dit c'est armée contre armée, les États-Unis ont 6 mois. Parce qu'aujourd'hui, la Russie se trouve dans une situation d'un pays qui a une économie de guerre. Ça, c'est les experts qui disent, c'est pas ceux qui s'asseyent sur les plateaux, ceux qui maîtrisent, qui connaissent, qui le disent. Donc, ce qui veut dire que véritablement, en termes de guerre, et c'est d'ailleurs pour ça que la Russie a engagé très peu d'hommes dans le conflit contre l'opération spéciale, parce qu'elle savait que les vrais étaient derrière. Mais, je vais dire, ici, nous avons vraiment du tout. Et je ne suis pas étonné de voir que souvent, beaucoup de chefs d'État africains, je finis par là, qui les prennent comme modèle, se comportent de la même manière. C'est des gens qui n'ont aucune cohérence, qui n'ont aucun honneur, qui font des choses, on a l'impression qu'ils sont irrationnels. Vous voyez, donc c'est ça le véritable problème dans cette situation. Parce qu'on ne peut pas affirmer qu'il y a une guerre, il y a 3 facteurs. Nous avons nos chances, les chances de l'adversaire, et il y a l'imprévu, qui est un facteur irrationnel. Tu ne peux pas affirmer, on va à une guerre quand même. Prenons le cas même de ce qui se passe en Israël. Tout le monde a pensé que du jour au lendemain, Israël va faire une bouchée. Comment on appelle le groupe de Gaza. Mais aujourd'hui, on cherche des négociations, etc. Pourtant, les rapports sont des rapports asymétriques. À plus forte raison, une grande puissance armée. Et vous vous levez, qui elle-même, si elle prend la France, c'est sûrement l'expression, elle va l'écraser en même pas 3 jours. Et c'est vous les Français qui dites non, l'Ukraine doit gagner, la Russie peut appeler. Il y a un problème d'irrationalité. Je pense à un moment donné que M. Macron doit s'asseoir et puis réfléchir que de dire des choses qui font de lui vraiment un gars ridicule. Les autres, c'est toujours comme ça parce que de temps en temps, ils regardent la position du maître, à savoir les États-Unis. Les États-Unis ne sont pas prêts à engager un combat frontal contre la Russie parce que ce qu'on oublie, c'est que ces pays-là ont toujours eu des guerres qu'on appelle colonialistes. C'est-à-dire que quand ils attaquent aux pays, soi-disant du Sud, ce sont des pays dont l'équipement ou bien les militaires n'ont pas la hauteur. Et souvent, on n'a même pas l'aviation. Tu prends le cas de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et ensuite en Libye. Déjà, très tôt, si on a 2-3 avions, ils sont cloués au sol. Donc, ils ont le temps de rester en haut et de bombarder. Or, est-ce qu'ils peuvent faire ça avec la Russie? Ce n'est pas possible. Déjà, à partir du moment où vous décidez même de donner le mot d'ordre pour dire à votre pilote d'aller dans l'avion, l'avion est bombardé sur le tarmac. Vous voyez que c'est vraiment irréaliste. Ce qu'on peut faire, c'est la négociation. Rien d'autre. Tout le reste, c'est que du bavardage. Merci Tapé Goubera. Merci pour votre point de vue sur la question, Dr Yamtimba. Depuis le début de cet affrontement du côté de l'Ukraine, les pays occidentaux ont décidé d'avoir une stratégie, c'est épuiser sur le plan de l'armement la Russie. Alors lorsque le président Emmanuel Macron déclare « nous ferons tout ce que nous pourrons » ou alors tout notre possible pour que la Russie ne gagne pas cette guerre, c'est dans la même optique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Dr Yamtimba, peut-être le premier aspect de cette question, la France est prête sur le plan des munitions pour combattre justement du côté de l'Ukraine, mais également, est-ce que ce ne serait pas un secret qu'Emmanuel Macron aurait laissé échapper qui crée cette réaction qui va totalement aux antipodes de sa déclaration des autres pays de l'OTAN? Écoutez, madame, à force de vous faire appeler Jupiter, vous êtes une grenouille qui finit par se prendre pour un bœuf. Donc, s'il le dit comme ça, enfin, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Mais en fait, il n'est pas bête. Je crois que personne n'a vraiment... Les gens ne font pas attention à ce qu'ils règlent comme problème. Macron s'en fout royalement de l'Ukraine. Ce n'est pas de l'Ukraine qu'il parle. Dans cette phrase, le pays dont il parle n'est pas dans cette phrase, mais est entre les lignes. Il parle de son pays, la France. C'est une technique de manipulation en politique. Vous avez un pays divisé, vous avez un pays qui affronte diverses crises au même moment.
Vous allez au salon de l'agriculture, vous êtes obligé de vous faire filmer dans les toilettes et non pas en plein dans les stands parce que votre peuple ne vous écoute plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous créez ce qu'on appelle en politique une diversion. Donc vous focalisez l'attention du peuple sur quelque chose, sur un conflit extérieur. C'est de la manipulation politique purement et simplement. Ce qu'il fait là, c'est de détourner l'attention des Français des problèmes qui les concernent vers l'extérieur, en sachant qu'en général, en ce qui concerne la politique étrangère, le peuple est derrière son président uni à bloc, comme un seul homme. Donc, il ne parle pas de la Russie, il sait très bien que la guerre est déjà gagnée par la Russie, c'est un détail ça. Donc, sauf à ne pas être sérieux ou à vouloir jouer le petit comédien, mais je n'ai pas l'impression que le président français est un comédien. Donc, je crois qu'en fait, c'est cette diversion-là qu'il voulait faire et observer ce qui se passe. Depuis qu'il l'a dit, personne ne parle plus des problèmes des agriculteurs, personne ne parle plus des écoles françaises fermées, personne ne parle plus des problèmes d'électricité en France. On ne parle que de ça. Il avait besoin de gagner du temps. Il a créé une diversion, il a manipulé le peuple. Et avec ses amis, ils ont mis tous les médias là-dessus. Terminé. On ne parle que de ça. L'humiliation subie au salon de l'agriculture, oubliée. Effacée. Voilà comment ça se passe. Ça, c'est de la politique politicienne. Donc, au fond, les spéculations sur comment ils vont faire, ont-ils les munitions, tu les armes. Mais la France ne pourra jamais s'engager dans une guerre contre la Russie. Mais faut pas rêver. La France ne peut pas s'amuser à faire ça. Et dans l'état actuel de son économie, elle ne peut même pas essayer. Elle va faire comment? Comment elle va financer tout ça? Elle n'a pas d'argent. Là, il lui faut peut-être 300 milliards d'euros cette année, je crois, pour pouvoir soutenir son budget. Je rappelle que le budget de la France tourne autour de 700 milliards d'euros. Donc, s'il faut la moitié, il faut emprunter presque la moitié, ou pratiquement la moitié, pour pouvoir soutenir le fonctionnement de son État, où est-ce que la France va prendre l'argent pour aller faire la guerre avec la Russie? Parce qu'une guerre avec la Russie, du point de vue de la France, ne peut être qu'une guerre de longue durée. Et une guerre à haute intensité. Donc, si vous voulez engager une guerre à haute intensité alors que la moitié de votre budget, vous devez l'emprunter sur le marché international, soit vous êtes fou, soit vous êtes complètement, comme je le disais, une grenouille qui se prend pour un bœuf, tout simplement. Donc, je ne crois pas que c'était de la Russie et de l'Ukraine qu'il parlait. Il parlait de la France. Et il voulait créer cette diversion, manipuler le peuple, et il a réussi son coup. Bon, maintenant qu'il a réussi son coup, posons un problème. Où en sommes-nous avec la guerre avec l'opération militaire spéciale russe en Ukraine? Je pense qu'en réalité, c'est tellement mesquin et malsain de la part des Européens et des Américains d'utiliser jusqu'à une conférence sur l'Ukraine, de soutien à l'Ukraine, pour régler plutôt leurs problèmes intérieurs. Et vous avez vu que les autres qui ont donné l'impression de le critiquer, c'est des complices en fait, qui ont juste amplifié ce que le président français voulait faire. Et même les médias de leur pays, les médias critiques de leur pays qui commençaient à s'intéresser à la situation intérieure de la France, ont tout simplement embrayé dans le même sens. La France a eu quelques heures et va avoir quelques jours de répit. Ça laisse le temps au président de réfléchir à comment il digère son humiliation et comment il se réorganise par rapport à ce que... Vous avez entendu ce que son ministre des Affaires étrangères a dit. En réalité, il a balbutié. Il n'a vraiment pas parlé. Il a balbutié, ne sachant pas quoi dire. Donc, les hommes politiques, lisez-les toujours, essayons de les lire toujours à un double degré. Ils vous disent une chose, en fait, ils en montrent une autre. Et ça, c'est très souvent parce que, confrontés à certaines situations d'impopularité, à certaines situations qui frisent l'illégitimité, ils trouvent des pirouettes quand même pour se remettre en selle, tout simplement. Donc là, je vais dire, quand vous observez la France cette année, vous regardez le niveau de son endettement, vous regardez son budget, la structure de son budget, vous regardez le financement de son budget, la structure du financement de son budget, et vous regardez les humiliations qu'elle vient de subir l'année dernière jusqu'à ce début d'année à partir du Niger et des pays d'Afrique centrale. Je vous rappelle que le Niger vient par exemple de rappeler je crois que c'était son conseiller militaire
qui était en France, l'attaché militaire, voilà, ils l'ont rappelé. C'est des humiliations que la France a du mal à digérer et il faut donc qu'elle oriente l'opinion publique vers quelque chose qui, si vous voulez, renforce son ego, essaye de lui donner l'impression que la France est un pays important, etc. Alors qu'en réalité, c'est pour couvrir les humiliations répétées dont elle a besoin. C'est un pays qui est totalement en déclin, c'est un pays qui perd ce qu'il avait l'habitude lui-même d'appeler son rang, bon, son rang qui était lié au fait qu'il devait se poser sur les épaules des Africains. Et donc aujourd'hui, la dure réalité commence à l'attraper. Il va falloir que la France fasse des efforts pour être un pays vrai, un vrai pays, parce que jusque-là, ce n'était pas un pays, c'était tout simplement une pâte à modeler qui allait dans tous les sens et qui prenait la forme que les dirigeants voulaient lui donner grâce aux ressources qui lui viennent de partout. Donc le problème, ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle de la France, il fait une diversion. Merci, Dr Yamtimba. Albert Anatole, ici en quelques secondes seulement, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de parler là de l'Afrique dans cette déclaration? Parce que celui-ci dit « Nous ferons tout pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre », mais ne parle-t-il pas également des pays africains où il a été rejeté et où malheureusement la Russie est vue aujourd'hui comme un partenaire de confiance, un partenaire de sécurité, un partenaire respectueux? Je crois que nous sommes dans le contexte européen actuellement, dans le contexte plus singulièrement français. Oui. Vous avez les élections européennes qui se profilent à l'horizon et vous constatez que le parti de Jupiter a dégringolé au niveau des sondages. Au niveau des sondages, au niveau de la popularité, c'est la dégringolade totale. Que ce soit au niveau de la politique interne, c'est la dégringolade. Au niveau de la politique extérieure française, la diplomatie, c'est la bérésina en Afrique comme ailleurs. Donc, je crois qu'il fallait justement... c'était d'ailleurs le leitmotiv, n'est-ce pas, du changement de gouvernement en France, parce qu'il lui fallait quelqu'un d'un peu plus offensif dans la perspective des élections européennes qui sont en cours. Et je crois que ça va être très, très dur. Donc, je pense que, en plus, s'il faut ramener ces déclarations dans le contexte africain, nous sommes en guerre. Oui. Nous sommes en guerre depuis toujours contre, ce n'est pas d'hier ou d'avant-hier. Nous sommes toujours en guerre. Pas contre l'impérialisme occidental, du bloc occidental, mais nous sommes en guerre contre la France. Il faut le dire. Ce n'est pas des sujets de mécontentement qui manquent. Nous avons les questions de monnaie, la souveraineté monétaire, nous avons la diplomatie, les ingérences, les coups d'État, à la fois, il y en a qui sont organisés par la France, les coups d'État militaires, les coups d'État constitutionnels. Vous avez le pillage de nos ressources, vous avez l'assassinat de nos leaders, de nos héros politiques. Nous en avons à profusion, n'est-ce pas, des sujets de mécontentement qui nous mettent en guerre contre la France. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes en guerre contre la France. Dans tous les cas, ce qui a commencé au Sahel est une dynamique irréversible, irrévocable. Ça, il faut le savoir déjà. Il doit déjà le savoir. Donc, désormais, nous sommes vent debout. La jeunesse africaine est vent debout. Que ce soit les États-Unis, la France et ses amis, dont nous demandons le départ des bases militaires et des militaires. C'est important de le dire, parce que lorsque vous faites partie de la France, vous laissez les États-Unis, la Grande-Bretagne et les autres, sur votre continent, il y a un problème. Parce qu'ils sont en bloc. Et ils vont toujours ensemble dans leur campagne criminelle. Donc, déjà, il faut savoir, tout à l'heure, Yamtimba n'a pas été ici exhaustif. Quant aux capacités, pas seulement financières, la France de pouvoir mener une guerre à longue durée, la France n'a même plus les capacités opérationnelles. C'est pour le dire. Est-ce que la France il ne peut que compter par exemple sur l'arme nucléaire? Point barre. Mais la Russie a mieux. La France aujourd'hui n'est plus en capacité de produire à la fois les munitions et le matériel militaire. Or, la Russie en produit. Malgré les sanctions contre la Russie a renouvelé même, n'est-ce pas, son matériel militaire, est capable de pouvoir prendre les armes du côté de la Corée du Nord, malgré les bavardages des États-Unis et de l'OTAN.
n'est-ce pas, la Russie se procure, n'est-ce pas, ce qu'elle n'a pas du côté de la Corée du Nord, entre autres. Elle peut se procurer ce qu'elle n'a pas du côté de la Turquie, malgré le bavardage. Mais la même chose qu'ils font, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que les autres le fassent? Donc, c'est ça la réalité. Donc, aujourd'hui, nous suivons de très très près ce qui se passe outre-Atlantique ou bien outre-Méditerranée, parce que dans tous ces genres d'états-là, l'Afrique est visée. L'Afrique est visée, c'est pour ça que vous avez des séniles comme Biden qui pensent qu'il peut pouvoir nous imposer le diktat financier et économique au nom du dollar. Mais c'est en train de se terminer tout ça avec, n'est-ce pas, la multipolarité, cette nouvelle dynamique multipolaire qui se met en place. Ce sera plus qu'un lointain triste souvenir, parce qu'aujourd'hui, nous pensons que autant ils aspirent à la démocratie, à la liberté, à l'indépendance, à la souveraineté, autant les autres peuples aspirent à cela. Merci Albert Anatole Haïssi. Tapé Groubera, les pays occidentaux ont décidé de désavouer d'une certaine manière Emmanuel Macron après cette déclaration. Est-ce que l'on pourrait dire une fois de plus que Emmanuel Macron a commis une gaffe, même si on s'accorde d'une certaine manière à penser qu'il ne s'agissait peut-être pas seulement de la guerre en Ukraine, mais aussi du territoire africain et pourquoi pas de la politique française? Oui, je pense, je suis d'accord avec Dr Yantiban lorsqu'il évoque le fait que ce n'est pas une gaffe, enfin, il n'y a pas de désavouement. En réalité, ils sont passés le mot, de telle sorte qu'en réalité, pour donner, comme on l'a l'expression, on donne l'os en partie ici aux journalistes, de telle sorte que vous avez les journalistes anglais et, comme on appelle, allemands par exemple, qui vont dire oui, que la position de Scholz est la meilleure et autres. De l'autre côté, les Français vont dire oui, il faut aller jusqu'au bout. En réalité, c'est un jeu de rôles qui sont partagés. Il y a rien de tel, il n'y a pas quelqu'un qui a désavoué, d'autant plus qu'ils vont encore continuer de blaguer l'Ukraine d'aller faire massacrer des nombreux enfants et filles de ce pays-là, parce qu'il y a eu des avouements. Si un d'entre eux disait, écoutez, trop c'est trop, nous devons dire plutôt à l'Ukraine de chercher à négocier. Le reste, tout ça, c'est de la comédie. Maintenant, en ce qui concerne l'Afrique, c'est normal. Hein, vous savez, comme on dit en Côte d'Ivoire, M. Emmanuel Macron, c'est tout dans un goumin. C'est-à-dire, comme vous êtes avec une jeune dame avec laquelle vous avez l'impression que vous avez tout le dessus, alors qu'en réalité, c'est elle qui s'occupe de vous. Et vous avez la prétention que c'est cette fille-là qui, quand si vous partez, elle va mourir, quoi, en fait. Et du jour au lendemain, la pauvre, en fait, elle se rend compte que vous l'utilisez véritablement jusqu'à l'épuiser. Elle dit, bon, écoutez, je préfère mener une vie saine avec quelqu'un qui va me respecter que de mener une vie avec vous. Et c'est ce qui se passe. Donc, la France de Macron se trouve comme ça, donc c'est dans une situation de dépit que chaque fois qu'elle doit intervenir vis-à-vis de, comment on appelle, de la Russie, elle dit les choses comme ça. Mais ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas seulement ça. Il faut savoir que dans la conception, pour ne pas dire dans l'idée des Occidentaux, en général et des Européens en particulier, ils sont partis d'une réflexion selon laquelle l'Afrique était d'abord, non, les Africains d'abord étaient leur chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont ce qu'on appelait l'esclavage, mais le thème les thèmes les plus appropriés, c'est les razzias et les déportations. Donc, on était leur chose. Après, ils se sont dit, c'est le continent qui est notre chose, sans les Africains. Ouais, donc, jusque-là, depuis ce moment, depuis la fin du 19e siècle jusqu'à maintenant, les nouveaux dirigeants ne sont pas encore départis pour dire que les Africains aussi, c'est quand même chez eux, ils ont droit à leurs choses, ils ont droit à leur territoire, etc. Donc, c'est Emmanuel Macron, quand bien même il soit plus jeune que moi, il est encore dans cet état d'esprit, ce racisme institutionnel qui fait que l'Afrique, c'est la chose. D'ailleurs, vous avez le document du Sénat français, je crois le document 189 de 2012-2013, qui est de 510 pages. Déjà à partir de la page 4, c'est écrit « L'Afrique est notre avenir ». Donc, voilà véritablement ce qui en est. Pour moi, la question de l'Afrique est toujours dans la tête parce que l'humiliation qu'a subie, bon, c'est lui qui a voulu la subir parce qu'il considère que l'Afrique est sa chose. L'humiliation qu'a subie M. Macron et son groupe, il n'est pas prêt à l'oublier. Si vous permettez de me permettre pour signaler, pour vous montrer ma nouvelle œuvre, je crois qu'elle est derrière vous. Voilà, pour vous dire que
je serai le samedi à Londres pour la dédicace et que j'espère pouvoir tout faire pour que très bientôt, au niveau du Cameroun, les livres puissent arriver et que d'autres puissent en profiter. Donc le titre, c'est « Et de Gaulle trahit l'Afrique ». Merci Tapé Goubera. Merci infiniment pour votre réaction et voilà, bon vent à vous avec votre ouvrage. Docteur Yam Timba, on termine avec vous en quelques secondes également. Emmanuel Macron qui parle de la Russie, qui parle de l'Afrique, qui parle également de la France dans ses déclarations. Aujourd'hui, peut-on dire qu'il a le soutien au sein même de son gouvernement, c'est-à-dire plus proche de lui, car on sait ce que les politiques et le peuple français pensent aujourd'hui de lui, mais pourra-t-il s'en sortir jusqu'à ce que son mandat s'achève? Je crois que cette considération n'a pas d'intérêt pour nous les Africains. Ce qui a de l'intérêt pour nous, c'est ce qui concerne nos propres attentes et nos propres idéaux. Je conseille à beaucoup d'Africains de ne pas sous-estimer la France en disant oui, elle n'a pas les moyens de fabriquer ou de faire ci. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est dans la capacité de nuisance d'un pays et non pas dans un instantané de son potentiel ou de ses disponibilités à un moment donné. Et ce qui nous importe, ce n'est pas qu'elle aille faire la guerre à la Russie ou pas. Ce qui nous importe, c'est si elle mène des actions qui nuisent à notre dynamique souverainiste, indépendantiste et de construction de notre propre puissance. Nous sommes certains aujourd'hui que la France ne peut pas faire la guerre à la Russie parce qu'elle n'en a pas les moyens, elle n'est pas de taille à oser cela. Je crois que tout l'Occident, tout le G7 réuni, réfléchira 2 fois avant de s'engager dans une guerre contre la Russie au sol. C'est pour ça que je vous dis que c'est tellement, même les états-majors occidentaux, européens et nord-américains vous disent qu'il ne faut pas s'engager dans ce genre de choses. C'est pour ça que je vous dis que c'est une manipulation pure et simple. Ce que son gouvernement pense, que son gouvernement va faire, vraiment, c'est le dernier de nos soucis. Ce qui importe pour nous, c'est à chaque fois quels sont les actes qu'il pose et qui ont de l'influence sur notre vie. Pour le moment, si la France décide de s'attaquer à un pays africain directement, il ne faut pas du tout se prendre la tête. Ça va être extrêmement violent, extrêmement brutal. Donc, ce qui importe pour nous, compte tenu de la connaissance de ce risque-là, c'est de savoir qu'individuellement, aucun de nos pays n'est capable réellement de résister à la France si avec ses alliés, elle ouvre une guerre. Mais, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, un pays africain intelligent et lucide ne va pas s'isoler du reste de la communauté internationale et qu'elle va travailler, œuvrer dans le sens de rester dans un stop d'alliance. C'est pour ça que vous avez vu que le Mali, le Niger, le Burkina se sont assurés d'avoir l'AES et que vous avez vu que la RCA, qui s'est retrouvée toute seule au milieu de l'Afrique centrale, a tout fait, d'aller tout faire pour être très proche de la Russie. Eh bien, un pays africain qui sait ne pas rester seul et trouver des alliés autour de lui, la France ne pourra pas l'attaquer parce qu'elle n'est pas de taille à affronter un certain nombre de titans au niveau mondial. C'est une puissance moyenne, mais c'est une puissance qui a encore une capacité de nuisance extrêmement importante. Voilà la raison pour laquelle il faut que nous soyons très organisés en Afrique pour pouvoir, 1, la chasser de chez nous, 2, nous organiser pour qu'elle n'ait aucune velléité de réaction par rapport à ça, ou que quand elle le ferait comme elle essaie de le faire au Niger, nous ayons les moyens de neutraliser toutes ces actions de destruction et de déstabilisation. Merci docteur Yam Timba. Merci à tous d'avoir participé à ce programme. On remercie Albert Anatole Haïssi, triple A comme on l'appelle.